tous, honorable assistance. Bonsoir à toutes et à tous, honorable assistance, chers collègues, chers confrères. C'est un immense plaisir d'être aujourd'hui parmi vous dans le cadre de ce webinaire organisé en partenariat avec l'Alliance euro-marocaine de gériatrie de gérontologie et la Société marocaine de micronutrition et nutrigénétique appliquée. La thématique choisie, je pense que dans notre pratique, on a tous été confrontés et on l'est toujours confronté, c'est la prise en soin de la personne âgée diabétique. Et je vais commencer mon introduction sur d'abord la personne âgée et en plus atteinte de diabète. Une personne âgée aujourd'hui, on parle d'un vieillissement fulgurant à l'échelle mondiale, une transition démographique qui fait qu'on sera de plus en plus confronté à prendre en soin cette population, souvent fragile, vulnérable, avec souvent atteinte de pathologies chroniques quand il y a un vieillissement désharmonieux, en moyenne 6 à 8 pathologies. La transition démographique fait qu'à l'échelle mondiale, en 2015, pour la première fois de l'histoire, les plus de 60 ans, 65 ans, pardon, ils ont dépasser les jeunes de moins de 15 ans. Aujourd'hui, ces transitions démographiques continuent à s'accroître un peu partout dans le monde. Les chiffres, ou plutôt l'Organisation mondiale de santé identifie les trois pathologies qui continuent à tuer à l'échelle mondiale, qui sont le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Donc, bien évidemment, cette thématique a été choisie avec beaucoup de, on va dire avec, on va dire avec beaucoup de soins. Et en même temps, cette thématique va s'inscrire aussi dans la continuité du congrès qui va avoir lieu à Casablanca. Donc, moi, sans trop m'attarder, et encore une fois, je tiens à remercier mon ami Amine, ici présent, et à travers lui, toutes les sociétés savantes qu'il représente, parce que j'aurais du mal à le présenter. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je sais tout ce qu'il fait. Je tiens à remercier mon ami aussi, membre de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie, Mariama El-Wehli, et qui est toujours investi, qui ne m'a jamais dit non à chaque fois que je l'ai sollicité malgré son agenda chargé. Je remercie Stéphane ici présent et je remercie aussi Petit Sam, et sans oublier toute l'honorable assistance ici présente. Donc malheureusement, je ne peux pas rester avec vous jusqu'à la fin du webinaire, mais comme je le dis, vous avez parmi vous les titans en matière de nutrition, notamment sur la thématique qui a été identifiée. Donc, sans trop m'attarder, à toi la parole, cher ami et chère Amine, pour prendre la main sur le webinaire. Et je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous, et je reste disponible bien évidemment si besoin. Au revoir. Merci beaucoup, cher Ahmed, cher ami. Merci de cette présentation et merci d'avoir permis l'organisation de cette conférence table ronde. Donc, je remercie aussi Dr Meliam Alouali et Dr Stéphane Réziman ici présents qui vont participer avec nous lors de cette conférence table ronde. Je remercie aussi Dr Tissem Tajmouati aussi qui est également avec nous, membre de la Société marocaine de micronutrition et nutrigénétique appliquée. Donc, le programme de cette conférence table ronde va s'articuler en trois parties. La première partie, donc, on aura une présentation du docteur Mariama Louali, qui est docteur en biologie moléculaire et micronutritionniste et qui aura aussi l'occasion de se présenter. Donc, elle nous présentera une conférence introductive sur ce sujet très important de la gestion nutritionnelle du diabète chez le sujet âgé. S'en suivra ensuite une deuxième partie sur la micronutrition, où moi je ferai une petite présentation, un petit résumé histoire de résumer les gros points. Et ensuite, en troisième lieu, on aura un débat de discussion entre donc nous trois, Dr Louali, moi-même et Dr Stéphane Rézimant, autour de cette thématique qu'on aura aussi l'occasion d'échanger avec vous, de répondre à certaines questions. Je précise aussi donc que cette conférence
table ronde comme ancienne conférence et table ronde qu'on a eue déjà est organisée dans le cadre préparatoire du Congrès international des sciences de la nutrition qui aura lieu à Casablanca les 24 et auquel d'ailleurs le docteur Stéphane Rézimand y participera en tant qu'intervenant et auquel aussi docteur Imed Hafidi il sera aussi intervenant parmi nous. Donc on vous en dira un peu plus tout à l'heure après la présentation de docteur Mariama et moi-même. Merci. Donc Mariama, c'est à toi. Tu as un écran à partager, c'est ouvert. Merci. Merci, docteur Amine. Donc, je vais essayer de partager euh, ma présentation écran. Mhm. Je pense qu'on a eu une déconnexion. Ah, Att- alors, Mariama, oui, non, c'est bon. Mariama, si tu m'entends, ton écran n'est pas encore oui, partagé. ah, d'accord. Oui, essaye de Euh, repartager encore. J'essaie de partager l'écran, mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Ah, Problème technique, comme d'habitude. normalement ici, c'est au- c'est autorisé. Normalement, tel bouton partagé en bas en vert. Oui, en fait, j'ai vu, oui, Ouais. oui, j'ai cliqué sur le bouton partager. Alors là, non. En fait, c'est ta vidéo qui s'éteint et on revient. Il n'y a pas de partage pour l'instant. Ah, donc il y a une déconnexion, je crois. Ok. Euh, je pense que ouais, Yama s'était déconnecté. Ok, donc c'est pas très grave. On va inverser les rôles. Je vais commencer du coup moi. Et puis après, quand le problème technique sera résolu, euh, Docteur Mariama pourrait faire sa présentation. Alors, donc, je partage mon écran. Voilà. OK. Donc, rebonsoir à toutes et à tous qui viennent nous rejoindre maintenant. Nous allons donc entamer cette présentation autour donc de la nutrition et de la micronutrition du sujet diabétique. Alors, OK, ça marche. Très bien. Euh, alors, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une conférence qui est organisée dans le cadre des conférences préparatoires du Congrès international des sciences de la nutrition qui aura lieu donc Casablanca 24-25 mai prochain. Euh, je vous parlerai, moi et Dr Tissem Tejmouati, de ce congrès tout à l'heure. Euh, donc, commençons par une petite introduction à la micronutrition, puisque on a quand même un certain nombre de médecins et de professionnels de santé qui sont, on va dire, en tout cas des nouvelles personnes par rapport aux conférences qu'on avait déjà organisées, aux formations qu'on avait déjà organisées. Donc, on va commencer par des petites définitions et puis ensuite, on fera quelques petites slides pour expliquer un petit peu le sujet et introduire le sujet
de la micronutrition du diabétique. Euh, Diabète chez le sujet âgé. Donc, la micronutrition, qu'est-ce que c'est? C'est un champ d'études. C'est un champ d'études comme divers autres champs d'études. D'ailleurs, vous avez différents autres champs d'études comme la sociologie, comme le sport ou d'autres champs d'études. Donc là, on a un champ d'études qui va puiser dans un certain nombre de disciplines scientifiques, des disciplines aussi techniques, voire technologiques. Donc on a un certain nombre de sciences appliquées à ce champ d'études qui est la micronutrition, d'où donc cette appellation de science de la micronutrition. Donc ça va de la génétique et de la biologie moléculaire jusqu'à donc la biologie, la diététique, la biochimie, la psychologie, la sociologie, les analyses biologiques, les interactions, nutriments, nutriments plantes, nutriments médicaments, la recherche aussi, la recherche appliquée et fondamentale, la physiologie, la microbiologie, etc. Donc, on a un certain nombre de connaissances qu'on applique dans ce champ de micronutrition. Et donc, pour donner une idée globale sur ce qu'on utilise en tout cas comme moyen en micronutrition, donc on a bien entendu tout l'aspect nutritionnel, donc avec tout ce qui concerne les aliments, leur mode de préparation et également leurs composants, donc les nutriments, les micronutriments, également tout ce qui concerne les plantes, les extraits de plantes, que ce soit des plantes d'ailleurs qui appartiennent à la catégorie des aliments, donc telles que des plantes aromatiques ou des épices, ou un peu plus loin de l'alimentation, donc des plantes médicinales, voire des extraits de champignons médicinaux, plus donc tous les constituants de ces composants, donc que ce soit des vitamines, des pseudovitamines, des minéraux et ainsi de suite, donc toutes sortes de nutriments. On a également un certain nombre de molécules endogènes. Donc endogènes veut dire qu'ils sont synthétisés par l'organisme, mais qu'on trouve en partie aussi dans l'alimentation, coenzyme Q10, acide alpha-lipoïque, glutathion et autres. On a toute la gamme de produits qu'on utilise aussi pour le microbiote, donc les prébiotiques, les postbiotiques, les parabiotiques, les symbiotiques, les probiotiques. Donc toute cette, alors ça peut être donc justement du complément alimentaire ou ça peut être aussi de l'aliment en tant que tel. Comme je disais, il y a différentes manières de préparer les aliments, notamment des aliments fermentés avec donc leur contenu en symbiotique, en probiotique. On a aussi tout ce qui concerne euh, les hormones, les neurotransmetteurs. Vous connaissez, tout le monde est familier avec la mélatonine, les cannabinoïdes et les phytocannabinoïdes, par exemple, qui ont fait leur coming out depuis maintenant quelques années. Et puis, voilà, des enzymes, des peptides et autres. Donc, ça, c'est un peu la panoplie de ce qu'on utilise en micronutrition. Donc, pour tout ce qui est prise en charge micronutritionnelle. Donc, on passe maintenant à ce qui nous intéresse actuellement, donc la résistance à l'insuline. Donc, en micronutrition, on a une vision un peu globale de ce que c'est que la résistance à l'insuline. Déjà, on étudie la résistance à l'insuline du point de vue métabolique. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'on assimile dans la classification officielle classique, que ce soit la Société internationale de diabétologie ou l'OMS ou d'autres organismes ou sociétés savantes internationales et nationales, donc on définit donc la pathologie qu'on appelle diabète ou ce qui va s'apparenter au diabète, donc qui est en fait le prédiabète, comme étant une insulinorésistance qui est définie selon un certain nombre de critères. Euh, En micronutrition, donc on est tout à fait en raccord avec ça. Et on ajoute à cela le fait que le terrain diabétique et prédiabétique donc est un terrain de résistance à l'insuline depuis plusieurs années. C'est-à-dire pour arriver à développer un diabète, voire même un prédiabète,
dans les études, on observe qu'on a des marqueurs, par exemple le marqueur principal étant l'insulinémie à jeun ou le C-peptide à jeun, on observe que on a une résistance à l'insuline qui commence à s'installer au minimum 15 ans avant l'apparition de la maladie. Donc ça, c'est des notions générales. Et donc, comme je disais, la résistance à l'insuline, on l'étudie d'abord en micronutrition comme étant un trouble métabolique, c'est-à-dire avant même que ça ne soit une physiopathologie qui va prédisposer au diabète. Donc, on sépare bien le diabète de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est le trouble métabolique qui va conduire au diabète. Et le diabète, c'est l'expression ultime de cette résistance à l'insuline. OK? Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un ensemble de cibles sur lesquelles on agit, que ce soit en nutrition, en micronutrition. Et donc, ceci, en tout cas, une partie de voilà, ces cibles-là, avec d'autres, ont été publiées dans cette étude-là que j'avais publiée avec un certain nombre de collègues en 2021. C'est une revue, en fait, systématique de l'ensemble des facteurs métaboliques, génétiques et épigénétiques qui prédisposent à la résistance à l'insuline, à l'obésité. Donc ici, vous avez quelques cibles intéressantes sur lesquelles, je suppose, en tout cas, celles et ceux qui pratiquent la nutrition et la micronutrition, vous avez par exemple l'habitude d'agir sur la première cible ici, la quantité et la vitesse d'absorption des glucides. C'est ce qu'on recommande habituellement en nutrition. Donc le fait d'agir sur la quantité de glucides et le fait d'agir sur la vitesse d'absorption des glucides, ce qu'on appelle classiquement l'index glycémique. Ok. Donc, ici, c'est une première cible, c'est-à-dire on diminue la quantité de glucides, et non seulement on diminue la quantité d'apport en glucides, mais aussi la vitesse à laquelle le glucose s'absorbe, absorption intestinale donc. Derrière ça aussi, on a une autre cible, la synthèse et le stockage du glucose. Également, c'est une cible majeure ici, qui est d'ailleurs régulée par l'insuline, le glucagon, la néoglucogénèse également. Et puis aussi, donc, une autre cible majeure aussi, la demande de glucose et donc d'insuline par les cellules. En gros, cette cible-là, ça regroupe un certain nombre de processus métaboliques et de facteurs qui vont augmenter ou diminuer la demande sur l'insuline produit par les cellules bêta du pancréas. Regroupe en fait un certain nombre d'interventions de style de vie, par exemple l'activité physique, principalement, qui permet de rééquilibrer la sensibilité à l'insuline, sans trop rentrer dans les détails ici parce qu'on n'a pas le temps. C'est juste une présentation sommaire. On aura le temps de discuter sur un certain nombre de ces points après. Donc, également la capacité des cellules bêta-pancréatiques à répondre à la demande d'acteurs et d'activités qui déterminent la demande sur l'insuline. Donc, la demande sur le glucose qui, elle, détermine la demande sur l'insuline. Et puis derrière, on a aussi la capacité des cellules bêta-pancréatiques à répondre à cette demande d'insuline. Et donc là, on peut parler notamment du diabète type 1, donc qui est auto-humain, ou ce qu'on appelle aussi en médecine fonctionnelle le diabète type 1 non auto-humain, ce qu'on appelle maintenant la Société internationale de diabétologie a nommé ça dans son dernier congrès il n'y a pas longtemps comme étant un type de diabète à part entier, qu'ils ont nommé diabète type 5, qui est en fait une sorte de diabète type 1, mais qui n'est pas d'origine auto-immune, donc un déficit dans la production d'insuline, donc un déficit dans la réponse à cette demande sur l'insuline. Et puis on a derrière tout ça aussi tous les processus de stress métabolique, que ce soit donc liés donc au stress oxydatif, à l'inflammation et tout le reste, qui sont conjugués donc avec le métabolisme oxydatif
du glucose dans la cellule. Donc la glycolyse, le fonctionnement des mitochondries, c'est ce qui permet de dégrader le glucose. Si le glucose ne se dégrade pas correctement dans la cellule, il y aura aussi une résistance à l'insuline. Et puis derrière ça, on a la cible à laquelle on pense tous. Quand on dit résistance à l'insuline, on pense directement que le récepteur ne fonctionne pas et que l'insuline n'arrive pas à se fixer sur son récepteur. Ça, c'est une des cibles et pas la seule. C'est une cible importante, mais pas la seule. Et derrière ça, donc, c'est des anomalies du récepteur. Ça peut être des anomalies génétiques, mais c'est extrêmement rare, les anomalies génétiques du récepteur à l'insuline. Ça peut être aussi, comme je disais, le stress métabolique qui va venir détruire une partie de ces récepteurs, ou plus ou moins partiellement, ce qui fait que le récepteur change de conformation et il a moins d'affinité sur la fixation sur son ligand qui est l'insuline, plus la signalisation qui vient derrière le récepteur, donc avec le facteur de tolérance au glucose, la MPK, les transporteurs au glucose et tout ça. Donc, toutes ces choses-là, mises bout à bout, déterminent ce que l'on appelle le processus métabolique de la sensibilité à l'insuline, ou alors on peut dire aussi de la résistance à l'insuline, puisque métaboliquement parlant, ça va dans les deux sens. On est un peu plus sensible et donc un peu moins résistant. On peut être un peu plus résistant et donc un peu moins sensible à l'insuline. Et donc, sur l'ensemble de ces cibles-là, on a des interventions spécifiques qui permettent d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, je vous ai récapitulé un petit peu ici sur ce tableau. euh, j'ai fait très court pour laisser le temps après à la discussion. Donc, par rapport aux aliments bénéfiques ou intéressants, il y a des spécificités pour le sujet âgé, bien entendu, surtout l'apport en protéines chez le sujet âgé. Alors, l'apport en protéines, pas non plus trop excessif, mais l'apport en protéines quand même est important. On a une, euh, une norme qui est adoptée par toutes les sociétés savantes et qu'on retrouve souvent dans les études, qui est autour de 1 gramme par kilogramme de poids par jour. On parle aussi d'une norme de 1,08 grammes par kilogramme de poids par jour de protéines chez les sujets âgés qui souffrent de sarcopénie. Et même donc la Société internationale de néphrologie qui recommande un apport en protéines qui est autour de 0,8 à 0,85 grammes par kilogramme de poids par jour de protéines chez l'insuffisant rénal. Donc, l'apport en protéines est extrêmement important chez le sujet âgé parce qu'il détermine aussi la sensibilité à l'insuline et il détermine aussi un certain nombre d'adaptations physiologiques qui vont aller à l'encontre d'un certain nombre de complications qu'on peut avoir, qu'on peut développer plus facilement chez le sujet âgé, notamment les complications macrovasculaires et microvasculaires, et également les infections. Donc le système immunitaire étant très très sensible au statut protéique. Et sinon, en plus de ça, donc j'insiste beaucoup plus sur cet aspect donc d'apport en protéines qui est souvent négligé. Et il y a je trouve, une mauvaise compréhension par rapport à cet apport en protéines. Je suppose qu'on pourrait en parler après dans le débat. Chez le sujet âgé, parce qu'il y a aussi des choses à, à discuter chez le sujet âgé autour notamment de la fonction rénale, de l'impact des protéines sur la fonction rénale et du fait que la fonction rénale pourrait, enfin l'apport en protéines excessif pourrait créer un déclin de la fonction rénale et tout ça. Mais chez le sujet âgé en général, les risques qu'on a par déficit en protéines sont beaucoup plus importants en général et plus fréquents donc, c'est les risques liés à la dénutrition, hein, la dénutrition protéo-énergétique sont beaucoup plus fréquents et importants que cet impact des protéines sur la fonction rénale lorsque la quantité de protéines est bien maîtrisée, bien entendu. Bien sûr, chez le sujet âgé, il faut avoir une alimentation diversifiée et complète, bien entendu, avec tout le reste, des sources de fibres, les fruits et les légumes, tout ce qui concerne aussi des sources de glucides et surtout des céréales complètes et semi-complètes, des graines également, etc. Là, j'ai résumé également l'ensemble
on va dire, des catégories d'aliments à éviter, voire, on va dire, à diminuer, voire à éviter, quand on dit à éviter, c'est pas nécessairement une élimination complète, définitive et absolument stricte, mais on va dire que ça ne doit pas être consommé, là, ce que vous avez des encadrés en rouge ici, ça doit être extrêmement limité. Après, on va pas partir vers une alimentation qui est extrêmement restrictive parce que là, ça crée d'autres problématiques de l'ordre des troubles du comportement alimentaire, de la frustration, etc. Mais ça ne doit pas être, par exemple, là, tout ce qui est soda, tout ce qui est trop sucré, les céréales raffinées, tout ça, les céréales du petit déjeuner le matin qui sont remplies de sucre, tout ça, les mauvaises graisses, tout ça, les boissons alcoolisées, ça ne doit pas être la norme dans la consommation alimentaire. Ça ne doit pas être régulier, ça doit être très ponctuel, de préférence éviter complètement, bien entendu. Et puis, je vous ai fait un petit récap ici euh, des grosses recommandations qu'on qu'on donne en fait en micronutrition. Donc, première chose, l'apport protéique suffisant. Et donc, il faut le compléter si nécessaire par des compléments alimentaires. Donc, si nécessaire, veut dire qu'on doit compter l'apport en protéines, l'estimer, en fait, l'apport alimentaire en protéines. On l'estime approximativement. Et puis, ensuite, on le divise par le poids. Et derrière, donc, on voit est-ce qu'on est sur cette recommandation de minimum 1 gramme par kilogramme de poids par jour. Et si on ne l'est pas, à ce moment-là, on rajoute la quantité qui manque en supplément. Corriger les carences micronutritionnelles, bien entendu, chez le sujet âgé, on a beaucoup de carences micronutritionnelles. Il y a plusieurs carences. Bon, ce qui est systématique, c'est, on va dire, la vitamine D, le magnésium, un certain nombre de vitamines du groupe B et à leur tête la vitamine B12. Euh, Souvent aussi le fer, parce que chez le sujet âgé, la ferritine devrait être plutôt la norme de ferritine devrait être au minimum supérieure à 50, la ferritinémie, hein, et non pas 20 ou 15 ou 25, mais plutôt supérieure à 50. Ok. Plus, bien entendu, n'importe quel autre micronutriment qui est déficitaire, qu'il va falloir corriger. Et puis, vous avez ici une petite liste non exhaustive du tout de tout ce qui permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline en composants, que ce soit micronutritionnels ou autres, ou phytonutritionnels. Vous avez la berbérine, le chrome, le zinc, le magnésium, également les oméga 3 et le coenzyme Q10. Et dernière chose, donc pour tout ce qui concerne le style de vie, parce que en micronutrition, on prend aussi en compte le style de vie. Euh, Bien entendu, vous avez les recommandations classiques hein, du style de vie, stop tabac, alcool, addiction, tout ça c'est vraiment la base. Surtout les addictions, ils ont un impact majeur aussi sur la sensibilité à l'insuline encore plus chez le sujet âgé. Derrière, il y a l'activité physique, surtout activité physique de type aérobie, ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. On a euh, notamment en France des professionnels de l'activité physique adaptée qui sont qui sont pas des professionnels de santé, mais qui sont des assimilés aux professionnels de santé, qui peuvent travailler aussi dans des milieux hospitaliers, dans des centres de soins ou de santé ou autres. Donc là, c'est vraiment, on parle ici de l'activité physique appliquée donc, à la santé et surtout chez le sujet âgé. On a vraiment besoin de ces professionnels de santé. En Allemagne, par exemple, on appelle ça Sportthérapie ou la thérapie par le sport. Euh, Il y a ce type de métier dans plusieurs pays, ça porte différents noms. Mais c'est très important d'avoir donc une activité physique qui est bien encadrée et bien adaptée euh, à la personne. Après, derrière, bon, il y a l'activité physique classique, la marche ou les activités physiques que la personne a l'habitude de faire, vélo, natation ou autre. Euh, ok, et sinon, il y a aussi l'amélioration de la qualité du sommeil. Là, il y a encore plein de choses à dire. C'est un sujet à part encore. Et la gestion du stress qui vont aussi impacter euh, le,
qui vont également impacter la sensibilité à l'insuline. Donc ça, c'était un peu le résumé le récapitulatif de cette présentation que je voulais vous faire. Je pense que ouais, Mariama est là et je ne sais pas si son, ton problème de Oui, je suis de partage, je ne sais retour. pas s'il est... Effectivement, une fois que je me mets sur le partage, ça clôture toute Ouais. la page, je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai changé carrément l'ordinateur. Et donc Donc, là, tu arrives à partager ou je vais essayer. essaye, sinon c'est pas très grave. Le mieux, c'est qu'on ait un débat, une discussion. Euh, je pense que écran complet. Et j'arrive pas en fait à partager, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Je C'est pas suis très grave, désolée. hein. De toute Donc, façon, je je pense que pense. je Oui, pourrais en fait faire la présentation sans les slides. C'est vrai que les slides, ça donne. ah oui, c'est bon, on a le partage maintenant. Non, c'est pas à moi ça. Ah, ça c'est Stéphane. Euh, c'est Stéphane qui partage son écran. J'arrive Alors, Il vaut mieux être le plus j'arrive vieux à la toujours. salle de Je gym pense que je que le plus pourrais jeune faire. à la maison de repos. j'ai. Ah oui, Je c'est pourrais ça. faire la présentation D'accord, sans. génial. Bah Euh, écoutez, je, je je pourrais faire la propose présentation sans qu'on. les slides. Je pense que c'est pas très grave, hein. Je pense qu'on va discuter si tu as si tu allais aborder des sujets importants que tu juges importants, on pourrait les aborder directement dans le débat. Je pense que D'accord, ok. c'est mieux. D'accord. Comme ça, Mm. on apporte parce que en général, les participants à ce type de conférence, ils préfèrent plutôt le débat et les questions-réponses. Je pense que D'accord. Donc, Hmm. je pourrais faire une présentation sans slides parce que je vais quand même dire pas mal de choses, si vous me Bah, permettez. si tu veux, oui, Oui, vas-y. d'accord. OK. Si tu peux Alors, activer ta caméra, parce que euh, moi, Si, oui, c'est bon. Ouais, je pense d'accord. que c'est bon. Ouais, OK. c'est OK. Alors, déjà, merci beaucoup. Désolée pour en fait, ce problème technique. J'aimerais bien aussi remercier Dr. Imad de m'avoir invité à ce webinaire. J'ai l'honneur d'être avec vous, Dr. Amin Gasbi et Dr. Stéphane, autour de cette table qui traite un sujet important, qui est la gestion de diabète type 2 chez les personnes âgées via le biais de la nutrition. Donc, pour commencer un peu, j'aimerais bien dire que en fait, le développement de diabète type 2 s'accroît avec l'âge. C'est une évidence, donc, parce que principalement, on a une accentuation de la résistance à l'insuline et aussi en fait une diminution progressive de l'insulinosécrétion, mais pas que. Il y a d'autres facteurs qui s'ajoutent, surtout chez les groupes âgés, comme la dysfonction mitochondriale, l'alimentation non adaptée, l'augmentation du stress oxydatif et l'inflammation, la sarcopénie ainsi que les changements hormonaux. Alors, une fois la maladie est installée, malheureusement, il y a beaucoup de complications associées. Donc, mais il faut savoir qu'en général, les personnes âgées sont confrontées au même spectre de complications microvasculaires, neuropathie, rétinopathie, macrovasculaire que les personnes jeunes. Donc, la spécificité de complications chez les personnes âgées, surtout, c'est le risque accru en fait de développer une hypoglycémie régulière et même développer une maladie rénale chronique. Et ils ont en fait au cours de parcours de diabète type 2 des habitudes malheureusement alimentaires qui sont pas adaptées, qui peuvent aller jusqu'à la malnutrition. Ils ont pas mal de démence, de fragilité et une polymédication, ce qui rend un peu la prise en charge de cette catégorie un peu délicate et parfois un peu difficile, surtout que les données en fait, concernant la gestion les données cliniques, hein, donc concernant la gestion du diabète type 2 chez cette catégorie, est strictement, allez, on va dire, limitée, qui ne permet pas d'éclairer une prise en charge euh, thérapeutique et clinique avec un bon niveau, mais avec peu de données qu'on a, on pourra faire des stratégies bien adaptées, bien personnalisées. Donc, pour une approche ou bien une bonne prise en charge de cette catégorie de personnes, on commence toujours par ce qu'on appelle un profilage de patient, qui se base sur
deux grandes évaluations. L'évaluation métabolique, tout en prenant en considération plusieurs indicateurs, comme l'hémoglobine glyquée et la glycémie. Je reviens là-dessus parce qu'il y a une classification récente par rapport aux objectifs glycémiques chez les personnes âgées. Et il y a aussi en fait une évaluation régulière de la pression artérielle, leur profil lipidique, la fonction rénale, le statut pondéral, tout ça est très important et à prendre en considération dans la prise en charge du diabète type 2. Et aussi faire une évaluation gériatrique, un dépistage au cas où en fait les personnes âgées présentent en fait des troubles cognitifs, des dépressions, à prendre sérieusement en considération dans la prise en charge du diabète type 2. Alors, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une classification très récente des objectifs glycémiques. Comme en fait cette catégorie, allez, on va dire, forme ce qu'on appelle un groupe hétérogène de patients caractérisé par une capacité fonctionnelle et cognitive et comorbidité différentes. La Société francophone du diabète et l'Association américaine du diabète et même la Société européenne de médecine gériatrique ont adopté une classification en trois niveaux pour déterminer les objectifs de contrôle glycémique chez les personnes âgées vivant avec un diabète type 2. Alors, la première catégorie, c'est concernant ce qu'on appelle les personnes âgées en bonne santé. En bonne santé, ça veut dire qu'ils présentent un statut ou un profil fonctionnel cognitif intact. Donc, ils vont bénéficier, cette catégorie de personnes âgées vont bénéficier des mêmes objectifs glycémiques que les personnes jeunes. Ça veut dire la valeur d'hémoglobine glyquée doit être située entre 7 et 7,5%. Et donc, la deuxième catégorie, c'est concernant les personnes âgées en santé intermédiaire. Ça veut dire quoi, santé intermédiaire? Ça veut dire que ces personnes-là sont très dépendantes, fonctionnellement dépendantes, et surtout, ils ont ce qu'on appelle des maladies chroniques associées. Donc là, on ne peut pas viser une valeur d'hémoglobine glyquée entre 7 et 7,5. Là, on vise une valeur de 8%, inférieure à 8%, surtout si la personne âgée est sous traitement d'insuline ou d'insulinosécréteur. Donc, c'est juste pour éviter les problèmes de glycémie et d'hypoglycémie, pardon. Alors, la troisième catégorie, c'est concernant les personnes âgées en mauvaise santé, qui ont en général une maladie en phase terminale. Donc, la valeur précisée, en fait, pour cette catégorie, c'est entre 8,5 et 9%. L'objectif pour cette catégorie, c'est pas prévenir les complications, mais plutôt éviter tout ce qui est hypoglycémie et hyperglycémie symptomatique. Alors, une fois les évaluations métaboliques gériatriques ont été effectuées, on commence par ce qu'on appelle une prise en charge nutritionnelle, en parallèle d'ailleurs avec ce qu'on appelle la prise en charge médicamenteuse. Donc, cette prise en charge nutritionnelle doit être complète et globale, tout en prenant en considération le profil de chaque patient, son mode de vie, sa culture et ses préférences aussi alimentaires. Parce que là, on travaille avec une personne âgée et pas une personne jeune. Si la personne âgée aussi présente ce qu'on appelle un surpoids ou une obésité, il faut cibler une perte de 5% de son poids afin d'améliorer son statut métabolique, glycémique, lipidique, tensionnel et pour avoir un très bon résultat. Mais si la personne âgée est très fragile et présente plusieurs maladies chroniques, ben là, ce pourcentage-là doit être inférieur à 5%. Alors, si on parle de la prise en charge nutritionnelle, on doit parler de l'activité physique parce que les deux travaillent en synergie. Donc, les dernières recommandations, c'est les plus récentes d'ailleurs pour les personnes âgées supérieures à 65 ans. Il faut exercer au moins 150 à 300 minutes d'activité physique d'aérobie d'intensité modérée, au moins 75 à 150 minutes d'activité physique d'aérobie d'intensité élevée. Il faut exercer ce qu'on appelle des activités de renforcement musculaire d'intensité modérée ou plus soutenue, faisant travaillant les principaux groupes musculaires 2 fois par semaine ou plus. Des activités d'équilibre au moins 3 fois par semaine. Alors, une fois l'activité physique, allez, on va dire, est établie, donc on fait ce qu'on appelle une recommandation nutritionnelle personnalisée. Donc, on propose en général pour les personnes âgées, il n'y a que 2 approches, il n'y a pas 1000 approches pour la prise en charge de leur diabète. Donc, soit une approche d'indice glycémique bas, ça veut dire on fait un choix particulier des glucides utilisés dans son alimentation avec des associations alimentaires qui se basent sur l'alimentation intelligente afin de
de ne pas avoir des pics de glycémie après le repas. Donc, en général, on se base sur des aliments avec un indice glycémique bas ou moyen, où on fait parfois les associations, ou bien une approche du régime méditerranéen qui marche très, très bien aussi pour la gestion de diabète type 2 chez les personnes âgées, parce qu'il se base sur tout ce qui est alimentation naturelle, riche en fibres alimentaires, moins de transformés, de produits transformés, voilà aussi, il se base sur la prise régulière du poisson, d'oméga 3, des fruits secs, etc. D'ailleurs, dans la prise en charge nutritionnelle, on pourra faire une combinaison entre l'indice, l'approche de l'indice glycémique bas et le régime méditerranéen, mais c'est cas par cas. Donc, les deux approches, normalement, doivent être complétées par une alimentation équilibrée, enrichie de protéines, ce qui a été mentionné par Dr Amine Gasmi, idéalement avec un apport de 1 à 1,5 g par kilo de poids corporel par jour, à adapter en fonction du statut rénal. Alors, la synergie avec l'activité physique et l'alimentation équilibrée comprennent 3 repas principaux et une collation, contrairement aux personnes jeunes. Là, il faut vraiment préserver la densité osseuse et même la densité musculaire de ces sujets. Il est important aussi de veiller à ce que les compléments alimentaires pris en dehors des repas aient une composition adaptée. Toujours vérifier la composition. Parfois, on trouve des compléments alimentaires avec du glucide qui vont donner des pics de glycémie ou bien des compléments qui peuvent carrément interférer avec le médicament proposé antidiabétique. En parlant de compléments alimentaires, il y a une dernière méta-analyse qui a été faite en 2025 qui, allez, on va dire, résume un peu les carences en micronutriments chez cette catégorie. Il y a en fait les grandes déficiences, c'est vraiment au niveau de la vitamine D, du magnésium et aussi de la vitamine B12. Alors, la vitamine B12, surtout pour les personnes qui sont traitées par la metformine. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours évaluer leur vitamine B12. Et donc, dans cette étude, ils ont dit que c'est les femmes avec un diabète type 2 et âgées qui sont plus exposées à cette carence que les hommes, malheureusement. Donc, puisque là, on a parlé de stratégie nutritionnelle avec la supplémentation, etc., il faut rajouter un autre volet, c'est le microbiote intestinal dans l'équilibre du diabète type 2. Donc, là, en fait, le microbiote intestinal, maintenant, est bien présent presque dans toutes les maladies. Il faut noter que les diabétiques type 2 ont un microbiote moins riche en bactéries productrices de l'acide gras à chaîne courte, parce que normalement, quand on mange, par exemple, un bout de pain, nos bactéries digèrent ce bout de pain et ils vont le fragmenter en glucides simples qui vont être fermentés et convertis en acide gras à courte chaîne, ce qui va réguler la glycémie d'une manière indirecte. Alors que chez les personnes âgées, malheureusement, ils n'ont pas cette option-là. C'est pour ça la régulation de la glycémie pour eux, c'est un peu difficile et parfois il est absent. Alors, les diabétiques type 2 ont plus de bactéries pathogènes, comme les bactéroïdes vulgatus, que les personnes saines. Et les personnes saines, pourquoi ils ont moins de résistance à l'insuline? Parce qu'il y a une dominance d'une bactérie particulière, il s'appelle Akkermansia mucinifila, donc qui permettent d'avoir moins de résistance à l'insuline. Et il y a aussi les hormones gastro-intestinales, les incrétines, qui sont impactées, leur activité, il est toujours contrôlé par le microbiote intestinal. Donc, plus qu'on a un microbiote intestinal équilibré, plus qu'on a une bonne stimulation de sécrétion d'insuline après le repas. Ce n'est pas le cas, malheureusement, pour les personnes âgées. Et donc, pour améliorer leur microbiote intestinal, on passe à ce qu'on appelle l'alimentation microbiotique. D'accord? Donc, il faut enrichir le repas par des fibres alimentaires. Mais c'est aussi cas par cas, parce qu'il y a parfois, chez certaines personnes âgées, des problèmes de colopathie, ballonnement, gaz. Donc, on ne peut pas proposer 30 grammes de fibres alimentaires par jour, c'est beaucoup. Donc là, on pourra proposer une supplémentation par des prébiotiques. D'accord? Varier aussi les fibres alimentaires si possible pour cette catégorie-là, pour améliorer la qualité de leur microbiote intestinal. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a des probiotiques spécifiques qu'on pourra aussi proposer en tant que supplémentation pour cette personne-là pour améliorer la gestion de diabète type 2? Alors, je peux dire que oui, parce que ça fait partie de la stratégie nutritionnelle. Pour le moment, on ne connaît que une seule souche bactérienne, c'est la Lactobacillus gasseri, d'accord, qui a un effet d'ailleurs modeste sur l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, mais ça reste quand même aussi une piste
thérapeutiques importantes à intégrer dans la stratégie nutritionnelle. Et il y a, c'est au cours, hein, ce sont des probiotiques de troisième génération qui ont été développés d'ailleurs par l'INSERM du Lyon. D'accord, c'est une bactérie, ils ont trouvé qu'il y a une bactérie qui s'appelle bactérie BAFA qui a un effet sur la prévention de l'apparition de diabète type 2 et même sur la régulation directe de la glycémie, mais ça sur les souris, donc reste à valider sur les êtres humains. Et voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Mayama, pour cette présentation complète. Donc, c'est bien. Donc, on se complète dans la présentation. Alors, par contre, je vois qu'il y a un souci avec ta caméra, parce que j'ai essayé à chaque fois de... Là, je vois que c'est ouvert, mais on ne te voit pas. Et Oui, donc, j'ai j'ai changé fermé, j'ai d'ordinateur refait deux fois. ouvert, mais hmm, c'est pas Ouais, très grave. Du moment désolée, qu'on hein. t'entend, c'est bien. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc là, puisque... Alors, donc, on va passer à la table ronde, mais avant cela, comme je vous disais au début, c'est une conférence table ronde qui est organisée dans le cadre du Congrès international des sciences de la nutrition dans sa troisième édition, qui aura lieu donc les 24-25 mai prochains. Et où on aura un panel de conférenciers très variés et de très très haut niveau, dont notamment Dr Stéphane Rézimand, qui sera avec nous, également Dr Ahmed Hafidi également, et puis d'autres sommités comme le Dr Jean-Paul Curté, Dr Vincent Castronovo, Bruno Donatini et plein d'autres. On a notamment Jenny Christensen qui nous vient directement du Canada, qui est une grande spécialiste des métaux lourds. Aussi, docteur Georges Obaid aussi qui sera avec nous, docteur Lucie Oued-Choco, professeur Driss Bouzambra qui est président de la Société marocaine de chirurgie cardiaque et qui est chirurgien cardiologue également, et plein d'autres intervenants. C'est un congrès qui est réservé pour les professionnels de santé et qui est considéré en fait comme une formation certifiante. C'est un congrès formation, un peu comme ce qu'on a fait aussi avec les anciennes éditions, des anciens congrès sur la thématique donc de la cardiologie. Alors, on a un programme qui est très riche et très varié. Donc, vous pouvez accéder au programme sur le site icns.ma. Donc, normalement, vous avez le site icnsm.ma. Euh, sur ce site, vous avez la procédure d'inscription, également le programme et plein d'autres informations concernant que ce soit les conférenciers ou les partenaires de l'événement ou les anciennes éditions également. Vous pouvez aussi nous contacter directement. Vous avez aussi accès au replay du congrès, puisque ça se fait en hybride en réalité. Donc, vous pouvez accéder en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais vous pouvez aussi accéder et venir nous rejoindre en présentiel, ce qui est bien entendu préférable. Ça donne une meilleure expérience. On a aussi un accès au support de cours et donc un certificat de formation. Et exclusivement, on a également une promotion en fait depuis encore quelques jours, un accès exclusif aux anciennes éditions également. Donc édition 2, édition 1, édition 1 sur le cancer et deuxième édition sur la diabésité, donc est une thématique qui est complémentaire à celle-ci. Euh, alors, je ne sais pas si Petit Sem, Oui, tu es là? je suis Si là. tu veux Oui, oui, dire je suis aussi un là. mot sur le congrès. Oui, oui, merci Amine. Alors, merci Dr Mariama et merci Dr Résimon et l'association A2G donc d'être partenaires et de leur confiance. Bon, moi aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce congrès, au-delà d'un congrès, c'est une aventure humaine et pour pouvoir justement
réaliser ce travail qui est un travail de longue haleine, ben, c'est grâce à toutes ces présences qui nous font confiance. Et merci d'être là, à tous ces professionnels de la santé qui nous encouragent. Et aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Donc, on vous attend nombreux en force, justement, ensemble, pour continuer à construire tout ce travail. Et donc, derrière tout ça, bon, là, c'est notre dernier webinaire avant le congrès parce qu'on est à 15 jours, enfin, un peu plus que 15 jours. Donc, c'est la dernière ligne droite. Donc, on compte sur vous d'être nombreux à nous soutenir et à être présents, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc, effectivement, pour les tarifs promotionnels, on les continue dans la mesure où aujourd'hui, la participation ne doit pas être un frein de votre présence. C'est pour ça on nous l'a demandé, on a dit est-ce qu'on peut encore avoir plus de délai et donc pour nous le délai est accordé, voilà, donc on le garde jusqu'au 15 mai, comme ça vous laisse le temps de vous inscrire. Aujourd'hui, le plus important, c'est que vous soyez là, que vous répondez présent pour assister à cette, au-delà de cette formation, je dirais, cette aventure humaine et ce développement ensemble dans ces approches de médecine fonctionnelle. Donc aussi, on a mis en place un tarif inscription à deux, toujours pour vous encourager à participer. Donc n'hésitez pas à me contacter, comme ça je pourrai vous en parler. Donc vous avez mon téléphone, contactez-moi et je vous donnerai les informations pour la participation à deux. Donc voilà. En tout cas, je compte sur votre présence. C'est tellement important que vous continuez à nous soutenir en étant présent avec nous. Voilà. Donc je vous remercie. Je redonne la parole à Emine. Donc pour le tarif promotionnel, tout est écrit. Inscrivez-vous sur le site, appelez-moi. Je vous donne toutes les informations. Je réponds en général très très vite par téléphone ou sur WhatsApp. Donc, n'hésitez pas, c'est la dernière ligne droite. Donc, on vous attend nombreux. Merci. Merci, petit Sam, pour toutes ces informations. Effectivement, donc à la Somna, on est, en tout cas ceux qui sont proches de la Somna, ils le savent, on est une famille. Et le congrès, justement, c'est le moment pour pouvoir se réunir en famille et pour pouvoir partager des choses, de nouvelles choses et pour pouvoir partager aussi beaucoup d'émotions et beaucoup d'interactions et s'enrichir mutuellement. Merci, petit Sam, donc, pour toutes ces informations. Donc, on va passer dans ce cas à la table ronde, au débat, et je vais commencer par une première question. Donc, moi, je vais me retirer un petit peu et je vais faire un peu le rôle de l'animateur, si vous voulez, ce que je ne fais pas souvent, mais je vais essayer de poser un certain nombre de questions que certains d'entre vous se posent ou que je connais comme des questions qui se répètent souvent et essayer de construire alors, de construire donc euh, une ligne directrice du débat. Donc, Stéphane, donc la première question, c'est pour toi. Mhm. Pour toi, que, euh, que signifie donc un diabète donc qu'on a chez un sujet âgé? Qu'est-ce que c'est pour toi un sujet âgé diabétique? Est-ce que c'est classiquement comme tu entends donc classiquement et que tu vois dans les marqueurs une glycémie élevée? Est-ce que c'est plutôt, tu regardes plutôt sur l'HB glyqué? Est-ce que tu as aussi des indicateurs du style de vie? Est-ce que c'est plutôt l'insulinémie? Est-ce que tu as d'autres marqueurs sur lesquels tu regardes en pratique courante? Donc, en gros, à la louche, on a beaucoup plus de diabète, de prédiabète type 2 de résistance à l'insuline dans nos patients, puisque la résistance à l'insuline, c'était un diabète de vieux gros, un de patients surpoids, âgés, etc. Bon, c'est devenu un diabète de jeunes obèses également. Donc là, on n'a pas d'anticorps, c'est pas auto-immun, c'est simplement une résistance de récepteurs pour des tas de raisons. Oméga 3, manque dysbiose, et ça, etc. Et alors, on a également des vieux diabétiques, personnes âgées, puisqu'on parlait de personnes âgées, qui sont des diabètes type 1, qui sont survivants, donc qui ont réussi, malgré leur diabète, à vivre, à ne pas avoir de complications cardiovasculaires et autres. Et alors, il ne faut pas oublier également les diabètes de type 1 non auto-immuns, donc c'est une mauvaise prise en charge du diabète type 2, très mauvaise prise en charge, et une persistance
d'une insulinémie très élevée, une résistance des récepteurs. Et finalement, on a un épuisement du pancréas et puis on a un patient qui n'a finalement plus d'insuline. Hein, le pancréas, il est mort. On sait également qu'il y a des phénomènes également humains là-dessous, que le GABA, j'ai fait une conférence d'ailleurs, joue pas mal d'ailleurs, comme régulateur de l'immunité au niveau du pancréas. Donc voilà un peu, donc on peut avoir des diabètes type 1, type 2 et des diabètes par épuisement du pancréas chez ces personnes âgées. Et donc moi, en fait, ce que je vise, évidemment, c'est déjà quand je vois rentrer un patient, je vois un peu dans quel état physique il est. Donc déjà une personne qui rentre en étant gras, obèse, mais parfois pas très gras, il suffit de 2-3 kilos en trop, je suspecte déjà qu'il a une résistance à l'insuline quelque part. Et les tests biologiques le vont le confirmer, puisqu'on a une insulinémie. Voilà, donc en gros, la glycémie à jeun, si on n'est pas en vrai diabète, elle sera normale. Elle sera dans les clous en moins de 100, 105, 106, 110 plutôt moins de 90 idéalement. Mais je regarde tout de suite l'insuline. Vraiment, l'insuline à jeun, pour moi, est un marqueur majeur à mesurer. Et également, les tests Wiki, évidemment, sont capitaux pour voir dans quelle classe je peux classer mon patient. Puis je regarde les comorbidités, si le patient est en plus hypertendu, en plus des apnées du sommeil, ça, évidemment, ça va renforcer l'iatrogénicité de sa pathologie. Mais donc, je regarde surtout l'insuline, testomec wiki, et puis l'état physique du patient, s'il est en surpoids ou pas. Et on sait, par exemple, dans les pays maghrébins, évidemment, j'ai beaucoup de maghrébins en consultation à Bruxelles, parce qu'on a une grosse communauté ici. Ben, le fait de mal manger, de manger des glucides dès le matin, avec des trucs hyper sucrés, de ne pas se bouger, donc l'activité physique n'est pas toujours dans les mœurs, encore moins que chez euh, des gens comme moi, puisque moi, ici, après la conf, j'ai un rendez-vous à la salle de sport, je vais faire une remise de sport. Évidemment, je n'ai pas encore fait de sport aujourd'hui, donc c'est capital. Donc, c'est vrai que la non-activité physique est une cause majeure de prise de poids, de résistance à l'insuline. On ne métabolise pas ces glucides et il faut vraiment, voilà, il faut vraiment prendre tout ça en charge. Donc, ce que tu pas juste les marqueurs, donc c'est là où je voulais en venir, c'est aussi le style de vie, Ouais. l'état, on va dire, métabolique global de la personne, ses carences, son poids, sa sédentarité, tout ça. Oui, tout à fait. Donc, une autre question pour compléter celle-ci, après je reviendrai à Mariama. Donc, là, quand tu as quelqu'un qui, comme tu dis, a une glycémie normale, Ouais. il a une glycémie normale. Donc, selon les critères classiques de la biologie, il n'est pas considéré comme un diabétique, Mhm. n'est-ce pas? Sa prise en charge, elle va être comme un diabétique Ouais. ou est-ce que c'est différent? Non, pour moi, c'est un peu comme la préménopause et la ménopause. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il faut simplement, c'est un état, un continuum, je dirais, résistance à l'insuline. Exactement. Hmm. Puis tous les marqueurs qui s'aggravent. Donc, je dirais, arbitrairement, on a fixé des normes. Hein, la glycémie à moins de 115, par exemple. L'insuline donc à moins de 60. Donc, mais ces normes, c'est des normes humaines. Ce n'est pas des trucs stricts. Évidemment, il faut arrêter de dire qu'à cette valeur-là, il est diabétique. À cette valeur-là, il est en prédiabète. La prise en charge est exactement la même. Et également, j'insisterai parce que comme je suis hormonaux, un scandale, c'est que je vois énormément de personnes, j'en guéris plein de prédiabétiques type 2, de résistance insuline ou de diabète type 2, mais évidemment, s'il n'y a pas une prise en charge hormonale, on oublie, et je parle de la prise en charge hormonale non insulinique hein, qui sont les manques d'androgènes, le manque d'hormones féminines. Donc, les ménopauses non prises en charge, les andropauses non prises en charge sont une cause majeure de syndrome métabolique, avec obésité viscérale, avec résistance à l'insuline, avec apparition d'hypertension et les hypothyroïdies non traitées. Ben, l'hypothyroïdie non traitée est peut-être la première cause de diabète, puisqu'il ne va pas brûler son gras, il ne va pas brûler son sucre, il va pas brûler non plus son cholestérol, le pauvre patient qui est hypothyroïdien, parce que soi-disant, ça dessalge dans les clous. Donc, il y a un aspect hormonal dans le diabète qui n'est pas assez pris en charge. Hmm. Et donc, je reviens à Mariama. Concernant la prise en charge. Donc, tu as un peu présenté, on va dire, des grandes lignes. Il y avait un peu de détails par rapport à la prise en charge. Est-ce qu'on peut revenir notamment sur la prise en charge
nutritionnelle, alimentaire, diététique, Mm. hygiéno-diététique Mm. en général. Euh, Toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu proposes habituellement en termes de structure de repas, le repas du matin, etc., Du matin, pour oui, une personne d'accord. âgée? Et est-ce que tu proposes, je pense que tu as répondu un petit peu dans la présentation, est-ce que tu proposes dans certains cas euh, du jeûne intermittent? Parce que ça, c'est un débat important sur lequel on va revenir avec Stéphane. Effectivement. D'accord. Alors déjà, si la personne est âgée plus de 65 ans, c'est pour moi en fait, c'est dans ma pratique impossible que je risque en fait, je propose un jeûne intermittent. D'accord. Donc parce que on sait pas trop comment il va se comporter avec 2 repas parfois. Et du coup en fait, ce que j'adopte en fait comme stratégie, c'est vraiment l'indice glycémique qui est bas ou allez on va dire modéré, qui marche très 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 bien. D'accord. Et donc là, je prends en considération la culture de chaque personne, et ça c'est très très important. Aussi en fait le niveau socio-économique, parce que par exemple si c'est une personne, il s'agit d'une personne, allez, on va dire marocaine, tunisienne, etc. Donc, il n'a pas la possibilité, par exemple, de manger 2 à 3 fois le poisson par semaine. Donc, il faut en fait arriver à faire un équilibre alimentaire avec ce qu'il y a dans le marché marocain ou le marché tunisien, au marché, allez, on va dire, surtout chez nous, en fait, c'est un peu difficile de proposer certains éléments et surtout pour les céréales complètes, parce que là, ça devient être trop cher pour certaines personnes, en fait, à manger correctement. Et du coup, en fait, pour le matin, par exemple, je propose des choses très simples qu'on peut trouver, en fait, dans n'importe quelle maison, des œufs. Ça, c'est vraiment très accessible. Donc, il faut commencer par, allez, on va dire toujours, par des protéines afin d'éviter les coups de barre au bout de, allez, on va dire vers 10 heures ou 11 heures et pour ne pas grignoter. Donc, on commence par, allez, on va dire des œufs. Et aussi, en fait, j'insiste sur le fait de respecter la chronologie alimentaire. Donc, commencer par des protéines avec du gras et on finit toujours par les glucides ou bien le pain. Et ça, cette chronologie, elle a un impact direct sur, allez, on va dire, notre glycémie. Et donc, et ça fonctionne très, très bien. Donc, on commence par des œufs. Je propose des œufs, parfois de l'avocat, tout dépend de la saison, un peu de pain complet et voilà, donc du thé ou de café. Tout dépend des préférences de chaque personne. Parfois, je rajoute, allez, on va dire des légumes, mais certaines personnes, ils ne tolèrent pas ça. Donc, on parle d'une personne âgée. Donc, parfois, il a une préférence alimentaire un peu particulière. Il faut la respecter aussi. Donc, pour le repas de midi, donc, ça sera des repas, allez, on va dire méditerranéens, donc se basant sur le poisson, des fibres alimentaires, des légumes et ou bien des légumineuses et un bout de pain ou du riz ou du quinoa. Donc voilà, si la personne est là la possibilité d'acheter certaines graines un peu, voilà. Donc, et on propose aussi une collation, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que si la personne exerce une activité physique, c'est obligatoire de rajouter une collation, sinon on va tomber sur l'hypoglycémie parfois. Donc, une collation qui doit être protéinique, d'accord, riche en gras, bah, soit protéinique, soit riche en gras, mais pas glucidique, parce que quand on parle d'une collation chez nous, pour nous, c'est vraiment des galettes avec du miel, des trucs comme ça. Donc, il faut changer leurs habitudes alimentaires et il faut que la personne soit impliquée. Donc là, ça nécessite vraiment un suivi très rapproché et c'est pas juste un protocole à établir, à calculer, à donner à la personne. Non, il faut être toujours derrière la personne et insister sur certains points qui sont très, très importants dans la prise en charge d'un diabétique, surtout pour les personnes âgées. Donc, pour le dîner, c'est toujours presque la même chose, des légumes avec des protéines. On évite parfois en fait, de rajouter du pain, du riz, mais tout dépend bien sûr ce que la personne âgée en fait a appliqué au cours de la journée. Si elle n'a pas trop mangé les féculents, donc on pourra quand même faire une petite proportion le dîner, mais ça c'est vraiment tout en respectant ce qu'on appelle l'indice glycémique bas. Donc le choix alimentaire, c'est moi par exemple dans mon pratique qui propose des repas détaillés. Je donne pas juste voilà fruits, légumes parce que quand on
mes fruits, légumes, bah, la personne sera un peu perdue. Il va choisir parfois les légumes avec indice glycémique très élevé. Même la façon de cuisson, on doit insister là-dessus dès la première consultation parce que, par exemple, pour certains légumes, une fois cuits, donc leur indice glycémique va augmenter. Si la personne âgée préfère, par exemple, allez, on va dire certains aliments comme la pomme de terre, c'est le cas pour presque toutes les personnes âgées. Dans ce cas-là, on rajoute certaines astuces qui d'ailleurs, qui fonctionnent très bien, soit manger une salade froide de pommes de terre au lieu de la manger chaude, manger plus la patate douce au lieu de la pomme de terre normale. Donc tout ça, vraiment, il faut aller, on va dire, le faire doucement, progressivement. Il ne faut pas tout changer d'un coup parce que la personne âgée ne va pas être impliquée. C'est certes, d'après mon expérience. Donc, aller doucement, avoir la flexibilité et être à l'écoute de la personne âgée parce que la personne âgée n'est pas toujours, pas tout le temps, elle a la volonté d'appliquer le protocole et parfois il est entouré par la famille, il est invité, etc. Donc aussi, il faut prendre en considération D'où son l'importance environnement de et l'environnement, c'est ça exactement l'importance et de l'environnement l'orienter, et voilà, l'orienter l'éducation de la famille et des de gens qui sont l'éducation de la le plus famille. Et souvent c'est pour avec ça, lui. voilà, c'est pour Mm. ça, dans la consultation, j'insiste. Ok, ça s'est coupé. Donc je rebondis donc vers Stéphane dans ce qui a été présenté comme étant, on va dire, les grandes lignes de l'alimentation. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu modifierais ou est-ce que tu es d'accord avec tout ça ou qu'est-ce qui est différent? On commence à se connaître, hein. Donc en Voilà. fait, bon, Moi je sais ce que tu vas répondre, je mais sais, réponds voilà, pour les voilà. autres. Alors, en gros, ma consoeur a fait un super plan, si ce n'est que moi, j'ai deux désaccords fondamentaux avec ce qu'elle a dit. C'est Ouais, que moi, justement. le pain, ça ne rentre pas dans une bouche d'un humain. Voilà. Le pain n'a rien à faire dans une bouche d'un humain, c'est du sucre, c'est du gluten. Même du pain sans gluten, c'est encore plus de sucre. Donc, ça n'a rien à faire chez quelqu'un qui est diabétique, qui est trop gros, qui est en surpoids, qui n'est pas sportif. Donc, le pain, moi, je dis toujours, je suis désolé, hein, je sais que dans les pays, bon, en Belgique, en France, pays maghrébins, le pain est devenu un aliment La quasi. baguette de pain, Stéphane, c'est une norme française, c'est pas maghrébin. Mais je sais, mais enfin, il y a du pain également en remplacement. Il y a les sandwichs, il y a les féculents. Alors, en fait, je suis désolé, pour moi, le pain, c'était inventé il y a très longtemps pour nourrir des gens qui n'ont pas les moyens financiers de se nourrir. Ça n'a rien d'intéressant au point de vue nutritif. C'est que du sucre, c'est des calories, c'est une charge glycémique élevée. Et si le patient est en plus en résistance à l'insuline, vraiment, il faut supprimer ce truc-là. Pour moi, c'est une condition sine qua non. Quand j'ai un patient qui a une résistance à l'insuline ou un diabète type 2, je dis le pain, vous ne touchez plus à ça, vous ne l'achetez plus, ça sert à rien. L'autre problème qu'on a, c'est que les féculents, je suis d'accord, classiquement on dit un tiers, un tiers, un tiers dans une assiette. Eh ben, je suis désolé. Moi qui fais du sport tous les jours, des trucs lourds, etc., je mange des féculents peut-être Est-ce que toi, on 3-4 peut te fois par semaine. considérer comme personne âgée, Stéphane? Ben, j'ai 64 ans, voilà. Euh, Voilà, donc tu es une personne âgée. oui, Ouais. oui, exactement. Et je fais 82 kilos pour 1,73 m et j'ai une masse grasse de 9%. Voilà. Et donc, mais par contre, si je mangeais du pain et des féculents à chaque repas, j'aurais une masse grasse qui serait peut-être à 15-25% et je serais obèse. Donc, en gros, il faut qu'on saute. Est-ce que tu peux considérer aussi, en fait, je reprends différentes remarques que je sais certains se posent. Est-ce Oui, que tu peux considérer aussi que tout le monde ne peut pas être exemplaire oui, tout à à cent fait. pour cent Évidemment, c'est clair, il faut se lâcher de temps en temps, il faut pas être un saint, il faut pas se lâcher. Mais je dis, point de vue alimentation, ici, on parle quand même des personnes plus âgées, qui ont une résistance à l'insuline, qui risquent d'être diabétiques, etc., etc. Et donc, je suis désolé, mais voire qui sont diabétiques. oui, autoriser du pain chez ces gens-là, ça va pas. Autoriser à manger des féculents une fois par jour ou deux fois par jour, ces gens-là, ça va pas. Autoriser les patients à manger des patates le soir ou du riz blanc au complet le soir, ça va pas, puisqu'on sait qu'ils vont transformer leur féculent en graisse dans les 2 3 heures qui suivent. Donc voilà, c'est un désaccord que j'ai avec ma collègue, mais voilà, c'est mon avis. Mhm. Oui. Et donc, sinon, la consommation, bah, à ce moment-là, si on mange pas de pain et mange pas de féculents, qu'est-ce qu'on mange alors?
Il y a des protéines, qu'elles soient animales, végétales ou animales. Mm. Il y a les légumes, il y a certains fruits. Je parle pas de grappes de raisin, de pastèques ou de figues hein, ou de dattes. Je parle d'aliments, de fruits moins sucrés avec glycémique plus bas. Voilà, et les féculents. Alors, il faut aller plutôt vers les légumineuses. Il faut aller vers le quinoa, les lentilles, qui sont nettement moins glycémiques que les patates ou le riz. D'accord. Donc là, en fait, je reprends un peu, là, tu vois, là, on dit, ah non, bannir le pain, c'est juste impossible, diminuer la quantité, oui. Si on peut le mettre en bouche, c'est possible. Quand j'ai fait la remarque sur qu'est-ce qu'on mange si on mange pas de pain et de féculents, on répond exactement. Tout ça, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, en fait. Moi, je reprends un peu ce que vous avez en tête et je le repose. Donc, le pain traditionnel au levain à éviter aussi, le pain complet. Le pain, est-ce que tu as une sorte de politique le pain raffiné est pire que le pain semi-complet, qui lui-même est pire que le pain complet? Il y a des études qui ont été faites qui montrent que certains pains, même sans gluten, avaient une charge glycémique plus élevée que le pain avec gluten, qui montre que finalement, la charge glycémique, la quantité de glucides qu'il y a dans un pain complet ou un pain blanc n'est pas différente. Il y a autant de sucre dedans. Simplement, l'index glycémique va être plus favorable au pain complet avec des fibres. Mais in fine, le patient qui mange trois tranches de pain, qu'il soit blanc, gris, noir, bio, pas bio, avec ou sans gluten, il se met dans le corps beaucoup de sucre. Et si le patient ne va pas faire un jogging, ne va pas à la salle de sport, n'est pas maçon, pas déménageur, eh ben ces tranches de pain vont devenir du gras dans les 2 3 heures qui suivent. Non de la graisse viscérale, qui est quand même diabétogène. Hmm. Euh, c'est aussi simple que ça. Et quand on dit que c'est impossible de manger sans pain, mais non, pourquoi? Il y a 10 000 aliments sur Terre, pourquoi ne pas éliminer les trucs toxiques qui sont tout ce qui est à base de blé, orge, l'avoine également, la vie n'est pas toute bonne. Retirer les produits laitiers, puisqu'on sait que ça augmente le risque de cancer. Et pourquoi pas retirer les produits transformés, hein, retravaillés en industrie, et le light et le zéro avec l'aspartame, l'acésulfame. C'est quand même facile de manger correctement. Il y a tellement d'aliments à manger. Alors, là, je suis pas d'accord avec toi, Ouais. pas sur le principe, mais sur la manière de faire, puisque je pense que c'est pas facile, justement. C'est complexe, parce que t'as déjà l'aspect psychologique. Tu Mhm. vois, quand tu es habitué à quelque chose, c'est un peu comme quelqu'un qui fume ou tu vois qui est addict à quelque chose. C'est pas de la vraie addiction, mais c'est de la dépendance émotionnelle, on va dire. Je parle Oui. pas que du pain, mais tout ça, tout ce qui est sucre raffiné, tout ça. Et puis, tu as aussi tout l'aspect psychosocial, des interactions psychosociales, où si tu as, je sais pas, 3 personnes chez toi qui mangent de cette façon, en fait, il n'y a pas que toi qui dois changer, c'est tout le monde qui doit changer. Oh, tout à fait, tout à fait. Ça. Et là, c'est une dimension plus complexe, n'est-ce pas? Après, oui, moi, je comprends bien ce que tu dis parce que tu parles à titre individuel. Oui, c'est ça. Parce que je suppose que du point de vue société, globalement, ça va être plus compliqué. Mais Euh, alors, je vais dire un truc. Moi, par exemple, c'est parce que tu sors le soir, tu vas avoir des amis, il y en a trois qui fument, c'est pas pour ça que toi, tu dois fumer. Moi, j'ai des invitations au resto, j'en ai 5 tous les soirs, par des collègues, des commerciaux, des trucs, des machins. Et chaque fois, je réponds, OK, je veux bien aller au resto avec vous dans une semaine, mais on va d'abord faire un spinning ou une crossfit ou une salle, 2 heures de salle avant. Et comme par hasard, il y en a 19 sur 20 qui se désistent. hmm, Voilà. Donc, moi, ce soir, plutôt que d'aller manger au resto après la conf ici, ben, je vais à la salle de sport. Et puis, je rebosse jusqu'à 2 heures du matin, je vais à 6 heures. Pourquoi j'irais m'empiffrer de ce soir de patates, de riz, de trucs de machin? J'ai bien mangé ce matin, bien mangé ce midi, ça suffit, il faut pas plus. hmm. En plus, Est-ce- l'intestin n'est pas fait pour être fonctionnel 24 sur 24. Mais laisser l'intestin au repos 12 à 14 heures, c'est vachement favorable pour une résistance à l'insuline, pour ne pas s'engraisser et pour ne pas avoir de problème de dysbiose ou de SIBO. hmm. Tu penses, toi, en tout cas dans ton expérience pratique, pour parler pratique, que ce que tu as eu donc en tout cas comme patient, euh, qu'il y a des patients qui arrivent à faire ça.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est-à-dire que pour moi, je dis toujours à mes patients qui ont des problèmes de santé tels que résistance insuline ou un diabète, j'ai écouté, moi désolé, vous ne serez plus mon... tant que vous mangerez pas comme je vous le dis, moi je ne sais pas vous aider, vous n'êtes plus mon patient, je perds mon temps, vous perdez de Oui, l'argent. toi, tu les vires, en fait. C'est Ah oui, bien. je vais lire parce que j'ai des demandes, je peux avoir 100 patients par jour si je veux tellement j'ai de la demande. Donc je peux me permettre de dire, écoutez, moi désolé, si vous ne suivez pas les règles de bonne pratique, désolé, allez voir quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, par exemple, tu observes, je ne sais pas si c'est le cas, mais tu me diras, tu observes que, par exemple, un Marocain, un Algérien, un Tunisien, ou des personnes, on se comprend, qui sont de Mhm. cette origine-là, ont plus du mal à faire ce que tu m'expliques là que d'autres, ou Mais voilà, c'est tu pas, sais. ça n'a rien à voir. Alors, le français va me dire, moi, la baguette, je sais pas en passer. Le belge va dire, moi, les tartines et les pâtes, je sais pas en passer. L'italien va me dire, les pâtes, je sais pas en passer. Donc, chaque peuple a un peu ses Les habitudes. Italiens, c'est encore pire, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors maintenant, ils ne mangent pas les pâtes comme nous. Ils mangent un peu de pâtes, bien noyées dans les légumes. Nous, on mange des pâtes très, très glucidiques. Oui. Et donc, en gros, je ne crois pas que c'est parce qu'on fait partie on vient de tel ou tel pays que ça change. Néanmoins, moi, j'ai beaucoup de Maghrébins en consultation. Je suis entouré ici, dans le quartier où je suis, de zones maghrébines. Mais tu as des... En fait, les Maghrébins qui prennent l'avion pour venir en consultation chez moi, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Italie, qui viennent de partout, ils sont hyper motivés et ils vont faire à la lettre ce que j'ai demandé de faire. Par contre, le gars qui habite au coin de la rue là-bas, qui a pas d'effort à faire, il va suivre moins facilement les recommandations. Hmm. Voilà, c'est humain, c'est humain. Il vient en fait juste voir ce que dit Voilà, Stéphane, ouais, le c'est ça. docteur Résimand, Ouais. et voir un peu s'il peut s'arranger avec certaines choses et pas avec d'autres. Donc là, je reviendrai après, ce sera peut-être notre dernier truc, débat concernant la question de l'avoine, mais je reviens avec à Myriama qui est revenu parmi nous. Ouais. Donc là, on était en train de discuter autour d'un point que tu avais soulevé après. Euh, après ta déconnexion, concernant la consommation de tout ce qui est féculent et pain, surtout. Donc on était en train de discuter autour de ça, où Stéphane propose qu'on enlève complètement le pain et les féculents. Donc Alors, bon, en fait, je respecte Docteur Stéphane, c'est sa stratégie, peut-être ça marche très bien, mais en général, moi, j'accompagne aussi plusieurs origines, mais surtout les Maghrébins. Ils ont une addiction un peu particulière au pain, c'est dans les gènes, hein, d'accord? Donc, si on mange, même moi, si je mange pas le pain un jour, je fonctionne mal apparemment. Mais donc, dans ce cas-là, ce que je propose, c'est pas enlever le pain, mais plutôt changer les proportions, d'accord? Le manger correctement et intelligemment, parce que ça, c'est aussi très, très important, et changer la façon de préparer le pain, d'accord? Au lieu de le préparer avec la farine blanche, on a donc, allez, on va dire, on peut acheter une farine complète avec du levain, parce qu'on sait que le levain, en fait, permet de métaboliser mieux le sucre, en fait, qui existe d'ailleurs dans le pain. Manger du pain, allez, on va dire, euh, pas trop chaud, parce que ça alors, va donner... attends juste une seconde. Pour Oui, que on soit clair sur les termes sur la terminologie, sur les termes oui, du débat, et qu'on discute les idées derrière. oui, euh, donc, toi, tu dis que puisque chez les Maghrébins, en Marocains, général, Algériens, Tunisiens, tout ça, exactement. on ne peut pas enlever le pain parce que c'est génétique. Après là, entre parenthèses, on peut en débattre. Mhm. Puisque c'est le cas, donc on va s'arranger pour diminuer la quantité, pour ajuster la qualité. Mais sur le C'est ça. principe, admettons qu'on n'a pas cette histoire de prédisposition, tout ça. Admettons qu'on peut faire un claquement de doigts comme ça et enlever tout ça. Est-ce que toi, tu es quand même sur le fait de l'enlever ou pas? Non, en fait, je suis le fait de manger tous les aliments, d'accord, avec modération, et pas enlever une catégorie ou un élément, sauf si on est dans l'obligation d'enlever, par exemple, le pain, d'accord? Si la personne elle a des problèmes digestifs, maladies, voilà, cœliaques, etc., on pourra vraiment enlever le pain, mais
pas, moi, dans ma pratique, j'ai jamais enlevé le pain. Au contraire, je le Alors, on propose. confond pas, Mais on est d'accord qu'on confond pas ici le pain et les féculents en général. Tu parles bien non, du on ne pain. confond pas. Non, je parle du pain, je ne parle pas des féculents, OK. d'accord? Donc, j'ai même en fait des personnes qui me disent, moi, je ne peux pas démarrer ma journée sans manger un bout de pain, comme ça. Mhm. Donc, allez, on va dire, il le dit dès la première séance. Ça veut dire que c'est à moi de trouver une solution pour lui, parce que si on veut enlever le pain, il faut faire un sevrage, parce que la personne, pendant ses 30 ans, je sais pas, il mange que du pain le matin. Donc, comment on va s'arranger pour enlever ce pain-là? Est-ce qu'il y a un alternative? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que, voilà, donc il y a beaucoup de choses en fait à traiter avec la personne. S'il est capable en fait de faire, d'enlever le pain, on pourra l'enlever. Mais s'il n'est pas capable, on ne l'enlève pas. Mais on améliore la qualité et on ajuste les quantités, tout simplement. OK. Et D'accord? donc Donc, là, on retombe sur la même position qu'en fait, on est tous d'accord là-dessus, euh, puisque là, tu positionnes le pain comme en fait quelque chose duquel il faudrait se sevrer, un peu comme, je sais pas, la cigarette, l'alcool, quelque chose effectivement, auquel on a une dépendance émotionnelle, puisque c'est même pas ben, une addiction en réalité, c'est une dépendance c'est une émotionnelle. dépendance. Hmm. C'est une dépendance émotionnelle, donc il faut faire un sevrage progressif si la personne il est motivée à enlever, par exemple, le pain et il a des problèmes de pain. D'accord? Hmm. Donc, s'il n'est pas, voilà, il va dire, je suis capable d'enlever. On peut l'enlever, mais ça sera vraiment progressivement. S'il n'est pas capable d'enlever, on propose des alternatives. Et il y a beaucoup de choses à proposer, des recettes très sympas qui remplacent le pain avec le même goût du pain et on prend le même plaisir sans impacter notre glycémie, sans impacter notre microbiote intestinal, sans impacter le circuit de récompense, etc. Donc là, c'est vraiment ce que je fais dans ma pratique. Je respecte Hmm. bien sûr tous les avis, mais pour moi, j'enlève pas parce que je sais que le pain, ça fait partie de notre alimentation, surtout pour les Maghrébins. Alors, j'ai moins de problèmes, par exemple, avec les Français par rapport au pain, etc. Mais j'ai d'autres problématiques. Par exemple, le Français il va dire je dois manger du fromage, un bout de fromage ou un yaourt tous les jours. Donc là, c'est autre chose. Donc il faut travailler là-dessus et ne pas l'enlever, mais réadapter en fait les choses Ok, pour donc qu'on soit on d'accord en gère en fait fait on gère. on gère les besoins. Ça, c'est la position de à peu près tous les, enfin pas tous, mais à peu près tous les diététiciens où on C'est ça. gère le besoin. Euh, On gère le on besoin et gère on respecte les préférences. voilà, on gère le besoin et la dépendance et si dans certains cas ça ça a une importance majeure de pouvoir faire l'effort d'enlever ça, à ce moment-là, on peut travailler dessus pour que, mais ça devient encore un travail à part. Euh, ok, donc, et puis il y a aussi donc, Stéphane et d'autres qui ont plutôt une position plus ou moins radicale. Et alors, dernière chose qui est intéressante sur ce point-là, c'est l'avoine. Donc Stéphane, bon, je connais la réponse, mais si tu peux la répéter pour les autres. Écoute, moi quand j'étais gosse, je dis toujours ça. Moi, je suis d'une famille d'un petit village de la Belgique avec des grands-parents fermiers. Ils avaient du bétail. J'ai nourri le bétail avec de l'avoine quand j'étais gosse. Et un jour, j'ai 35 ans. J'ai vu quelqu'un manger de l'avoine le matin, j'étais scotché. Je dis, quelqu'un n'aime pas manger ça. Il me dit, si, je vais manger ça. Et donc maintenant, on a introduit l'avoine dans l'alimentation. Je vois les sportifs en manger tout plein. Or, moi, j'ai rien contre, on mange ce qu'on veut, mais on peut manger des insectes, etc. Mais je veux dire, quand même, l'avéine, il y a quand même pas mal d'études qui montrent que l'avéine a quand même un effet inflammatoire au niveau intestinal, qui est peut-être pas toujours aussi important que le gluten, mais en gros, 600, allez, 95% des personnes vivantes ont une sensibilité au gluten. Je crois quand même qu'il y en a 50% ou 40% qui ont sensibilité à l'avoine également. Donc voilà, pourquoi prendre un aliment comme ça alors qu'il y a tellement de bonnes choses à manger. Donc voilà, moi le matin, ce matin, j'ai mangé des côtelettes d'agneau. J'ai pris également du quinoa, j'ai mangé quelques fruits. Euh, voilà pourquoi j'ai été mettre un bout de pain là-dedans, quoi. Et alors, en parlant d'avoine, Hmm. c'est, il y a notamment une étude très intéressante sur les différentes variétés, les différentes espèces d'avoine. Il y a plusieurs
et l'effet immunogène de l'avénine, Mhm. qui est en fait montré dans la plupart des espèces comme étant équivalent, voire dans certaines espèces supérieur à celui du gluten. En mesurant les JGG, les IgM, il y a une étude très intéressante là-dessus, sur ça. Mais à ce moment-là, si on se dit, si on mange du blé, pourquoi pas l'avoine aussi? Puisque est-ce que ton seul critère, c'est l'histoire du gluten là, et de la vénine? Tu me parles, Amine? Oui, Oui, Stéphane, donc on est-ce sait que que ton seul critère, c'est ça? oui, on sait que l'inflammation de bas grade, elle peut être d'origine intestinale, d'origine dysbiotique. Et on Hmm. sait que le gluten, quand on fait des tests précis, on voit quand même que ça crée une inflammation de bas grade avec un CRPS qui peut monter ou d'autres marqueurs inflammatoires. Et l'avoine a un effet quasiment aussi important. On sait que cette inflammation de bas grade va bloquer le récepteur à l'insuline par divers mécanismes. Donc je disais, pourquoi manger un aliment toxique qui va pérenniser cette résistance à l'insuline alors qu'il y a moyen de l'éviter? Oui. Est-ce que toi, tu proposes de l'avoine dans les recettes dont tu avais parlé, Mariama? Alors, je propose moi le flocon d'avoine parce que c'est pas comme le blé. Moi, je le considère pas comme le blé parce que le pain, il est fermenté. Donc, le flocon d'avoine, on peut pas le fermenter malheureusement. Et le problème aussi du flocon d'avoine, c'est la cuisson. Parce que la plupart des personnes, ils préfèrent de les manger cuit. Donc voilà, et après la cuisson, son indice glycémique reste très élevé quand même. Donc il y a un problème. Donc comme là, on parle de la gestion de diabète type 2. Donc pour le flocon d'avoine, c'est pas vraiment l'aliment adapté. Et Hmm. surtout qu'en général, on ne peut pas manger flocons d'avoine comme ça. Donc, en général, on rajoute parfois des fruits. Donc, voilà, on rajoute, allez, on va dire un peu de glucides, encore plus. Parfois, on rajoute des fruits secs. Donc, on rajoute un apport calorique important. Donc, si la personne, il est dans un parcours, allez, on va dire de perte de poids, donc c'est pas quelque chose que je recommande. Et en même temps, voilà, donc il est très riche en acide phytique. Donc je trouve que la plupart déjà des personnes qui souffrent de l'obésité, de surpoids, même du diabète type 2, ils ont beaucoup de carences. Donc je préfère de ne pas en fait le mettre dans le protocole très souvent, mais je mets en fait d'autres graines comme le quinoa, d'accord. La même façon d'ailleurs de cuire un flocon d'avoine, on peut proposer le quinoa, il est très très bien. Les graines de chia aussi, comme avec c'est sous forme de pudding, c'est très agréable. Mais il faut voir si la personne il pourra tolérer ça en termes de digestion, parce que quand même les graines de chia, ça demande donc un effort très élevé en termes de digestion. Et voilà, donc et même en termes de goût, parfois il y a des patients qui trouvent ça très fade, ils n'aiment pas. Et donc on propose le quinoa à la place, ou bien le millet, d'accord. Il y a le millet aussi qui sans Hmm. gluten. Oui. Et nous, les Maghrébins, on a l'habitude de le manger, donc c'est super bien et ça remplace parfaitement les flocons d'avoine. Donc j'adhère moins aux flocons d'avoine, en tout cas dans les recettes, surtout pour la gestion de diabète type 2. Alors, je Très peux dire bien. que Oui. statistiquement, Amine, quand j'ai des dames qui ont une consultation qui sont en surpoids et qui font entre guillemets des régimes restrictifs, elles mangent quasi toutes deux aliments qui sont les galettes de riz et les flocons d'avoine. Et Hmm. elles s'étonnent que ça ne marche pas. Oui. Ça, c'est la C'est- catastrophe. Les galettes de riz, effectivement, on sait très bien que c'est pas adapté ni pour la perte de poids, ni pour gérer la glycémie. Ils ont un indice glycémique très élevé. Hmm. Et malheureusement, avec le marketing, on les vend comme un produit diététique, alors que ça n'a rien à voir avec, allez, on va dire, la stratégie nutritionnelle. Donc, il faut vraiment éloigner ça de notre alimentation. Et même les flocons d'avoine, c'est la même chose, effectivement. Oui, à la base, en fait, on peut. Alors, il y a plein de questions là. Je pense pas qu'on pourrait répondre à tout, mais à la base, on peut même, à travers juste l'alimentation d'une personne, dire qu'elle a plus ou moins de résistance à l'insuline. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un continuum, comme tu disais aussi, Steph, il y a un continuum dans cette résistance à l'insuline. Dans le summum, c'est le diabète, le prédiabète et le diabète. Et donc, à la base, on peut voir que quelqu'un, comme vous dites là, sur tout ce qui est galette de riz et toutes ces choses-là, qui consomme tout ça depuis des années, cette personne ne peut pas ne pas avoir une résistance à l'insuline. C'est pas possible. Ouais. C'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'elle va être diabétique. Oui, c'est si elle vit suffisamment longtemps et elle consomme suffisamment de ces trucs-là, elle sera à un moment donné diabétique.
mais du point de vue résistance à l'insuline, métaboliquement parlant, elle ne peut pas ne pas avoir une résistance à l'insuline en consommant toutes ces choses-là, tout ce qui est Oui, sucre raffiné et farine raffinée. Donc, mais comment on sait? Tu as oui, raison, mais malheureusement, en fait, la résistance insuline n'est pas déterminée que par l'alimentation. Ça dépend de la vitesse à laquelle on brûle nos calories. Donc, on brûle ce qu'on a mangé. Donc, quelqu'un qui est sédentaire, qui est devant sa télé à 6 heures du soir, qui va coucher à 20 heures et qui n'a comme activité physique que de passer de son lit à sa table ou de sa table à son boulot, par rapport à quelqu'un qui va être plus physique, qui va être sportif, il y a une différence monstrueuse. et Et qui se quand réveille à 2 heures du matin pour manger. oui, voilà. Alors maintenant également, alors, je suis très braqué-thyroïde, mais j'ai 90-95% de patients qui sont hypothyroïdies. Et de nouveau, si on a une hypothyroïdie donc fonctionnelle, je ne parle pas biologique, la biologie, je m'en fous de la thyroïde, hein. Moi, la T, ça, je m'en fous complètement. La T3, ça m'importe, mais c'est surtout ce que le patient raconte, hein, frilosité. Si on a un patient hypothyroïdien, il n'a aucune chance de brûler ses calories puisque sa fonction mitochondriale va être altérée. Donc, il ne va pas consommer potentiellement d'énergie. Il n'a aucune chance de brûler son cholestérol, il est une hypercholestérolémie. Il va également être tellement crevé qu'il ne va pas avoir envie d'aller à la salle de sport ou d'aller marcher après son boulot une demi-heure en transpirant. Et donc, il y a l'environnement hormonal qui est également important. Il y a la nutrition, mais aussi tout ce qui fait que les récepteurs fonctionnent. S'il ne mange pas de poisson gras, il n'a pas d'oméga 3, il y a une résistance insuline qui s'installe. Si. Donc, en fait, il n'y a pas que l'alimentation, il y a tout l'environnement micronutritionnel et hormonal qui compte. Mais surtout, ce que tu dis s'applique bien au sujet âgé, Oui, puisque toi-même, tu es un sujet âgé. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ben, écoutez, je pense on va pas dire qu'on a fait le tour, mais il y a quand même pas mal de choses à voir et peut-être qu'on organisera une autre conf ou une autre table ronde ou débat autour de ça, parce que je vois que il y en a de plus en plus qui se retirent ou qui partent, ce qui est, bon, ce qui est normal, parce qu'on a proposé plus ou moins 1 heure et demie. Donc, c'était un débat qui était très intéressant et donc je vous remercie à tous les deux. Donc, un débat à renouveler dans l'avenir. Merci, docteur Mariama Louali. Merci à C'était vous, docteur un grand Amin. plaisir. C'est Merci partagé. beaucoup, Stéphane, Parfait. d'avoir été là. Et donc, je rappelle juste donc que cette conférence est organisée dans le cadre des conférences préparatoires au Congrès international des sciences de la nutrition qui aura lieu les 24 et 25 mai prochains, où on aura donc euh, plusieurs conférenciers de très haut niveau. Donc, ça sera sur Casablanca, mais vous pouvez y assister aussi en ligne pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer, mais c'est bien d'être parmi nous lors de cet événement donc, qui est organisé par la Somna. Donc, on aura notamment docteur Stéphane Rézimand, docteur Imad Hafidi et plein d'autres experts nationaux et internationaux. Donc, vous êtes les bienvenus à ce congrès. N'hésitez pas à contacter docteur Tissem Tejmouati pour plus d'informations. On a une promotion exceptionnelle d'inscription à deux qui est valable jusqu'au 15 mai. N'hésitez pas à vous inscrire. Il reste pas beaucoup de temps. Soyez rapides. Et donc, on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Merci et à Merci bientôt. beaucoup. Merci, Mariama. Merci.